Comme le rappelle le programme de ce colloque, l'historien Lucien Febvre parlait en 1943 du grand drame de la relativité venu secouer, ébranler tout l'édifice des sciences. Mais si la relativité était un poème plutôt qu'un drame. 20 ans plus tôt, en effet, Paul Valéry note dans ses cahiers ce sujet de poème. Einstein se rend à Zurich apprendre le calcul différentiel absolu qui lui est nécessaire pour construire sa théorie de la relativité générale. Alors, apportons d'emblée une précision importante, Valéry n'écrivit pas le poème dont il pose ainsi le sujet. Et ce poème de la relativité est resté à l'état d'ébauche, de projet ou de rêve parmi des dizaines d'autres de la même sorte. Cependant, tout portait Valéry à faire d'Einstein le héros d'une de ses œuvres, et d'abord le fait que Valéry fut toujours l'homme des héros intellectuels. Lorsqu'en 1894, Valéry se retire dans sa petite chambre de la rue Gay-Lussac pour couvrir son tableau noir de formules mathématiques, ses divinités, ses idoles, se nomment Faraday, Maxwell et Lord Kelvin. Et les protagonistes des textes intrigants que Valéry publie lors de cette période post-poétique, Léonard de Vinci et M. Teste, eh bien, ces protagonistes ne sont que des intellects purs, élevés jusqu'au point de l'incandescence. Et de fait, seule la science passionne vraiment Valéry. La littérature occupe dans l'échelle des valeurs de Valéry une place infiniment inférieure. Et les choses littéraires ennuient Valéry. Elle l'ennuie parce qu'il les comprend trop bien. Il se considère écrivain par défaut ou, comme il l'avoue un jour aux surréalistes, par faiblesse. En fait, il y a deux figures, et deux seulement, qui dominent le panthéon personnel de Valéry, Mallarmé et Einstein. Et comme Mallarmé en littérature, Einstein fait office, aux yeux de Valéry, de grand dévaluateur de toutes les valeurs. Einstein est pour Valéry l'étalon or en comparaison duquel se mesurent, et le plus souvent s'annulent, tous les autres phénomènes de la vie intellectuelle. Et en témoigne ce récit du premier congrès Solvay réuni à Bruxelles en 1911. Alors je regrette, ce ne sera que la troisième ou quatrième fois que cette photographie du congrès Solvay 1911 apparaît, mais là vous avez le commentaire de Valéry. Einstein éblouit et puis émerveille les autres par ses gamineries, il saute sur les épaules des gens, etc. Et ça se termine ainsi, « J'envie ces hommes, rien de semblable dans les lettres et arts. » Rien de semblable dans les lettres et arts. Einstein est chez Valéry le grand déclencheur de tous les affects. L'admiration est perdue, on vient de le voir, et même l'amour. En 1920, Valéry, en effet, a le coup de foudre pour une femme capable, dans un dîner mondain, de discuter aussi bien du principe de Carnot que de la théorie du temps, quatrième dimension de l'espace. Et c'est le début d'une tumultueuse histoire passionnelle qui va, 8 années durant, réunir parfois, et surtout déchirer, Paul Valéry et Catherine Pozzi. Entre Valéry et Catherine Pozzi, dans leur correspondance amoureuse, Einstein continue de servir de signe de reconnaissance et de complicité. Et combien de couples pourrait-il s'écrire le mot suivant, où la référence à la théorie de la relativité restreinte vient signifier la séparation des amants et la fin de leur amour. 4h15, je suis le laurier divisé, cher autre, et vous, vous êtes dans train, lumière, Einstein. Il n'est pas 4h15 pour vous, temps plus long. On est ici dans la théorie de la relativité restreinte. Alors, on voit que la figure d'Einstein, non moins que ses idées, appartiennent à l'univers mental, personnel et intime de Valéry. Valéry a assez de familiarité avec la théorie de la relativité pour y faire de multiples références dans les cahiers et dans ses œuvres publiées. Ici, par exemple, il applique la théorie de la relativité restreinte au domaine du désir et de l'amour. Amymone parut. C'est alors comme un champ créé, modification de l'espace-temps. Le tropisme des biologistes ressemble à l'inégalité, au non-euclidien de la relativité. Et dans un autre exemple, dans d'autres passages, Valéry transpose sur le plan théologique
l'expérience de Michelson-Morley qui mit fin à la croyance en l'existence de l'éther. Croyance, foi, relativité, rien ne peut déceler le Dieu. Tout se passe comme si le croyant prétend avoir fait l'expérience de Michelson avec résultat positif, ou Dieu étant ici assimilé à l'éther. Bref, la théorie de la relativité propose à Valéry, du reste comme à tant d'autres de ses contemporains, elle propose la théorie de la relativité, ce qu'il faut bien appeler une topique, c'est-à-dire un ensemble d'images, d'idées et de lieux communs adaptables à de multiples domaines. Mais cette théorie de la relativité n'en constitue pas moins pour Valéry un objet qui l'intéresse pour lui-même et qui provoque sa propre réflexion. Il n'y a de poème de la relativité envisageable que parce qu'Einstein et ses théories appartiennent à la réalité fondamentale de la vie et de la pensée de Valéry. Et ce sont ces rencontres concrètes de Valéry avec les théories d'Einstein, puis avec Einstein lui-même, que je vais à présent relater avant de montrer, ce sera la deuxième partie de l'exposé, avant de montrer l'importance intellectuelle que ces rencontres eurent pour Valéry. Alors en fait, il y eut 4 rencontres principales qui peuvent se résumer donc en 4 dates principalement, 1919, 1926 et 1929 et 1933. La première rencontre, cette première rencontre n'est qu'intellectuelle, la première rencontre est préparée par la revue britannique The Athenaeum, où Valéry publie en avril et mai 1919 l'essai qu'il établit comme l'un des grands penseurs politiques de l'Europe de l'après-guerre, cet essai très célèbre, La crise de l'esprit. Et au cours de cette même année, The Athenaeum publie plusieurs contributions sur la théorie d'Einstein. Et Valéry lit The Athenaeum. Et le 14 novembre 1919, un article d'une page annonce la confirmation officielle de la validité de la théorie de la relativité générale après les vérifications effectuées par Arthur Eddington. Et Valéry est tellement impressionné qu'il propose à Jacques Rivière, le directeur de la Nouvelle Revue Française, d'en publier la traduction dans la NRF. D'habitude, la NRF ne s'ouvre guère aux sciences, mais est-ce que Rivière peut refuser quelque chose aux poètes de la Jeune Parc? Et c'est ainsi que la livraison de la NRF de décembre 1919 prend un peu de cette physionomie pluridisciplinaire caractéristique des cahiers de Valéry, puisque ce numéro de la NRF publie à un moment l'un des poèmes de Valéry, L'abeille, et puis, quelques pages plus tard, il publie la traduction par ce même Valéry de l'article de The Athenaeum, La théorie de la gravitation selon Einstein. Alors, l'article était anonyme, il était paru de manière anonyme dans The Athenaeum, mais nous savons maintenant que l'auteur de cet article était Bertrand Russell. La première rencontre, on était seulement dans une rencontre intellectuelle. La première rencontre personnelle de Valéry avec Einstein n'a pas lieu en 1922. Lorsque Einstein vient donner ses conférences au Collège de France, ainsi qu'à la Société française de philosophie, Valéry se trouve à Vence, chez celle précisément à qui Einstein l'a réuni, à savoir Catherine Pozzi. Toutefois, au début des années 20, Valéry se tient régulièrement informé des détails des travaux d'Einstein. Il lit le livre d'Arthur Eddington, Space, Time and Gravitation, comme plus tard le livre d'Einstein lui-même, La théorie de la relativité restreinte et généralisée. Valéry s'entretient régulièrement de cette théorie avec son ami et disciple, le jeune poète-ingénieur Lucien Fabre, dont il a préfacé le recueil poétique Connaissance de la déesse, un fameux texte dans l'histoire de la critique. Mais Fabre, l'ingénieur poète, lui-même publie en 1921 chez Payot un livre intitulé Les théories d'Einstein, muni d'une préface qu'il a extorquée, il faut le dire d'une façon peu honnête, à Einstein lui-même. Et puis, à partir de 1923, Valéry fait la connaissance dans les salons parisiens des scientifiques Émile Borel, Jean Perrin et Paul Langevin, dont il devient l'ami et avec lesquels il s'entretient couramment des avancées de la physique. En fait, c'est à Berlin. C'est à Berlin que Valéry rencontre personnellement Einstein pour la première fois. Le 3 novembre 1926, Valéry prononce à l'ambassade de France une conférence sur les intellectuels et la politique. Et il parle aussi de la place de l'Europe, de la place de l'Allemagne dans l'Europe. Et plaidant pour une réconciliation complète des deux anciens adversaires, les deux grandes nations, Valéry déclare «
Si l'Allemagne peut donner au peuple français le sentiment qu'elle n'a point de mauvaises intentions, aussitôt la face du monde aura changé. Cette conférence fait grand bruit, la presse en parle, et le lendemain, toujours à Berlin, alors que Valéry donne au Pen Club une lecture de ses poèmes, un homme vient s'asseoir au deuxième rang. C'est Albert Einstein qui va, à la fin de la lecture, serrer la main de Valéry et le remercier de son action en faveur de la paix. Car les propositions de Valéry sont en effet celles que défend depuis longtemps Einstein, notamment au sein du Comité international de coopération intellectuelle de la Société des Nations, et ce sont aussi les positions que Valéry, de son côté, s'efforce de faire valoir à la sous-commission des lettres et arts, dont il est membre depuis un an, depuis 1925. Et le 11 décembre 1926, Einstein écrit brièvement à Valéry pour le remercier et le féliciter, et Valéry lui répond en lui exprimant tous les sentiments d'admiration dont il est capable. Il y a là entre ces deux grandes figures une vraie convergence politique, et il est possible qu'ils se soient rencontrés, mais on n'a pas encore tout à fait les preuves, qu'ils se soient rencontrés dans des réunions de la commission du Comité international de coopération intellectuelle, mais Valéry appartenait à un sous-comité à ce moment-là, donc il n'est pas sûr qu'ils se soient absolument rencontrés dans ce cadre-là, mais ça reste une possibilité. Voilà pour la première rencontre personnelle de Valéry et d'Einstein. Elle fut brève, comme vous le voyez, et de caractère purement politique. La seconde, vraiment documentée, eut une tonalité nettement plus scientifique et amicale. En novembre 1929, Einstein vient recevoir un doctorat honoris causa de l'Université de Paris. Valéry assiste d'abord, le 7 novembre 1929, à la conférence en Sorbonne. Un peu déçu, il trouve Einstein vieilli, lourd, exposant très lentement, avec accent et lacunes, et on a dit hier que Einstein parlait effectivement lentement le français avec beaucoup de fautes. Le lendemain, il revoit Einstein chez Émile Borel, en compagnie d'autres savants, dans une atmosphère plus détendue. Là, Valéry sort un petit carnet, c'est une anecdote assez fameuse, Valéry sort un petit carnet pour noter une idée, et il demande à Einstein s'il lui arrive d'en faire autant. Et Einstein lui répond, après un moment d'hésitation, « Oh, moi, vous savez, c'est si rare que j'ai une idée. » Valéry raccompagne dans la voiture de la duchesse de la Rochefoucauld, il raccompagne Einstein à l'ambassade d'Allemagne, il lui suggère d'aller rendre visite à Bergson, qui est à ce moment-là, qui se remet d'une opération dans une clinique, et Einstein dit qu'il ira le voir. Quelques jours plus tard, le 12 novembre, Valéry assiste à la conférence donnée par Louis de Broglie à la Société française de philosophie, où Einstein est présent. Valéry ne prend pas la parole. Mais un peu plus tard, dans la même journée, le 12 novembre, il va écouter, ça c'est très important, la conférence d'Einstein à l'Institut Henri Poincaré. Et cette seconde conférence enthousiasme tellement Valéry, elle le ravit tellement, que 2 ans plus tard, dans son dialogue L'idée fixe, Valéry en fixe, si je puis dire, le témoignage suivant. À la fin de sa deuxième leçon, donc on est à l'Institut Henri Poincaré, comme il venait d'écrire la suprême formule, Einstein se tourna vers l'auditoire. Il est plein de charme, le corps assez alourdi, le visage pâle et plein, aux yeux orientaux, noirs et très lumineux. Il a du virtuose, l'air d'un musicien, je ne sais quoi de musical dans l'allure et la physionomie. D'ailleurs, l'homme le plus simple. Il sourit aisément et rit très volontiers. Alors ici, on a une description physique du personnage Einstein avec un retournement qui me semble intéressant du stéréotype sémitique avec les yeux orientaux, mais ici vu de manière très positive. Alors en fait, je laisse de côté cette phrase-là, mais d'autres raisons que le charme personnel d'Einstein, le charme physique, expliquent l'enthousiasme de Valéry, et je vais venir à ces raisons intellectuelles de l'enthousiasme de Valéry. Mais avant d'examiner les raisons de l'enthousiasme de Valéry à cette conférence de l'Institut Henri Poincaré, un mot encore du dernier contact entre Valéry et Einstein. Ce fut en 1933, dans un contexte beaucoup plus sombre donc. Einstein s'étant exilé de l'Allemagne nazie, Valéry lui écrit le 16 avril pour condamner avec émotion le sort qui est fait aux physiciens et pour le féliciter de la chaire que le Collège de France vient de lui proposer, avec des accents qui annoncent le fameux éloge funèbre que Valéry prononcera en 1941 à la mort de Bergson. Je cite quelques passages. « Qu'un homme comme vous, qui êtes l'esprit le plus puissant, le caractère le plus noble et le plus simple de ce temps, soit chassé de sa chair et de sa maison,
dépouillé des fruits de son travail, c'est là un événement dont la seule possibilité suffirait à condamner et à avilir une époque. Comme vous êtes l'orgueil du monde pensant, votre sort est la honte du monde agissant. Vous êtes un homme d'univers sacrifié à l'idole de l'État. Et une semaine plus tard, depuis la Belgique, où Einstein réside provisoirement, Einstein donc adresse à Valéry une réponse à forte charge politique, où il déplore l'inaction coupable des membres étrangers des académies et sociétés savantes allemandes et où il appelle à la résistance des élites intellectuelles étrangères. Alors, je traduis une partie de la lettre et vous en donne donc la partie la plus importante, me semble-t-il. Cher Monsieur Paul Valéry, mon sort personnel mérite à peine qu'on s'y attarde. Terrible, toutefois, est le destin des Juifs et des esprits libéraux qui n'ont d'autre choix que de demeurer en Allemagne, et plus terrible encore, le fait que ne se soit trouvé dans ce grand pays presque aucun homme, et en tout cas aucune organisation, pour oser protester au nom de la civilisation et de la justice contre l'éviction de tant de travailleurs intellectuels de valeur et contre leur anéantissement matériel. Cette absence de sens des responsabilités est ce qui, de loin, m'a le plus gravement affecté. Peut-il y avoir plus grave manquement à ses obligations pour une académie ou pour toute autre société savante que d'assister sans mot dire et sans intervenir à un anéantissement à ce point criminel des forces de création scientifiques et artistiques? On n'a pas même entendu dire que des membres étrangers de ces sociétés aient usé d'une manière ou d'une autre de leur influence pour appeler les classes de l'élite intellectuelle allemande à la résistance morale et au sentiment des graves responsabilités qui leur incombent. Et Einstein poursuit la lettre en demandant aux élites intellectuelles restées à l'étranger, restées fidèles aux idéaux de l'humanité, de se rassembler en une action concertée d'opposition et de défense qui empêchera le poison de l'antisémitisme et du fascisme de s'infiltrer lentement dans les couches les moins capables de résistance des nations, etc., etc. C'est vraiment une très très belle lettre, très forte lettre. Et elle se termine par un post-scriptum intéressant. Je vous prie de disposer de cette lettre dans une confidentialité telle qu'elle ne parvienne pas à la presse. Et donc, la lettre d'Einstein résonne, on l'entend encore aujourd'hui, comme un terrible avertissement. Mais remarquons seulement aussi, dans l'habile post-scriptum d'Einstein, comment Einstein s'efforce de gérer le lien complexe entre, d'un côté, l'écrit privé et semi-privé, qui est cette lettre, mais il espère néanmoins une influence de cette lettre, il espère que Valéry diffusera le message auprès de ses collègues, des académies, savants, etc. Et puis, le lien entre écrit privé et semi-privé, comme une lettre comme celle-ci, et puis la parole publique, dont Einstein tient à maîtriser la diffusion et les effets. Alors, si cette lettre marque par force la fin des relations personnelles entre les deux hommes, qui seront désormais séparés par un océan que Valéry ne franchira jamais, l'océan Atlantique, eh bien, cette lettre ne signe en rien la fin de l'admiration et de l'affinité particulière que Valéry, penseur et poète, éprouva pour le travail d'Einstein. Et ce sont les raisons de cette affinité intellectuelle que je voudrais à présent mettre au clair. On peut discerner en fait trois principales raisons de ces affinités: le nominalisme, la critique des représentations et, le plus important encore, le formalisme. Première raison, donc, première affinité, le nominalisme. Dans les cahiers, la première allusion de Valéry à la question de la relativité date d'octobre 1915. Et très vite, Valéry voit le parti qu'il peut tirer de cette théorie pour appuyer son nominalisme de principe. Il ne s'agit encore pour Valéry que de la version de la relativité donnée par Poincaré dans Sciences et méthodes. Et Einstein n'est pas nommé. Mais ce qui attire fondamentalement Valéry dans cette théorie, c'est sa dimension critique, c'est sa remise en cause des concepts à l'aide desquels l'habitude nous contraint de penser le monde. Tout l'effort de Valéry, en effet, depuis 1894, consiste à se défier des mots qui servent à nommer l'expérience, tout particulièrement lorsque ces mots ont eu une histoire philosophique. Or, la théorie de la relativité a l'avantage de déconstruire les idées d'espace et de temps. Je cite Valéry ici, « Le temps, l'espace sont des mots, au cas le plus favorable, ce sont des fonctions de choses. Trouvez ces fonctions, mais n'allez pas croire
à l'existence séparée de ces notions. Et il continue, c'est en marge, je ne lis pas tout, confusion d'un problème de notation, qui est confondu avec un problème d'existence. Et Valéry résume, dans d'autres passages, l'histoire de la physique moderne à la recherche d'une économie nominaliste, ou si je puis dire, à un concours de rasage d'Occam, qui vise à éliminer les concepts inutiles. Autre passage des cahiers, le pas fait par Newton quand il a résumé Kepler-Galilée en introduisant l'entité gravitation, Einstein l'a fait en arrière. C'est un pas analogue en arrière qu'il faudrait faire en éliminant l'entité temps des philosophes. L'entité temps a été créée en intégrant grossièrement, ce qui peut être une pierre dans le jardin de Bergson, je ne sais pas. Les mots que nous employons donc pour Valéry, les mots que nous employons conduisent à des paradoxes. Mais ces paradoxes ne sont qu'apparents, ils sont simplement liés au système de notation verbale que nous utilisons. Valéry écrit encore « La table des catégories peut être considérée comme non encore réalisée ». Et on voit là, ici, on reconnaît là une sorte d'inspiration kantienne, mais dans une sorte de kantisme généralisé. Ce même kantisme généralisé que définit lui-même Einstein pour décrire sa propre conception. Et vous voyez ici ce texte, fameux texte dont nous parlions hier, ce texte de 49, Reply to Criticisms. Je traduis ici le texte d'Einstein. L'attitude théorique ici défendue est distincte de celle de Kant, en ceci seulement que nous ne concevons pas les catégories comme immuables, conditionnées par la nature de l'entendement, mais au sens logique, comme des conventions libres. Ce ne sont que des conventions. Elles semblent être a priori dans la seule mesure où il n'est pas plus possible de penser sans poser de catégories et de concepts généraux qu'il ne l'est de respirer dans le vide. On a l'impression de retrouver la fameuse allégorie de la colombe de Kant. Bref, ce kantisme généralisé se double chez Valéry d'une interrogation sur les images qui servent à représenter les nouveaux objets de la physique. Et lors d'une séance de la Société française de philosophie du 1er mars 1930, où parle Paul Langevin, Valéry pose la question. Pouvons-nous raisonnablement parler en termes visuels de choses que suppose la vision ? Tenter d'imaginer un photon, n'est-ce pas introduire insidieusement un photon du photon? Paul Langevin ne répond pas à la question, je veux dire. Mais je vais expliquer ce que veut dire Valéry ici, me semble-t-il. Car si le photon est l'unité de base de toute vision, comment supposer à ce même photon une forme ou un aspect propre, puisque toute forme ou tout aspect requiert l'action d'une multitude de photons, puisque notre conception de notre image, notre imagination, elle vient précisément de la lumière constituée de photons. Et Valéry trouve une confirmation de ces difficultés auxquelles sont confrontés les physiciens une semaine plus tard, lorsqu'il demande à De Broglie ce qu'il voit comme image naïve de l'électron. Et De Broglie répond qu'il ne voit rien. Bon. Et de même, il pose la question à Langevin, qu'est-ce qu'il voit comme charge électrique? Et Langevin répond des mots. Bref. Et ces fluctuations de l'imagination physique nous ont conduit, dit Valéry, à une crise de l'imaginabilité, une crise qu'il croit retrouver, peut-être à tort, mais Serge, je vous ai éclairé là-dessus, peut-être à tort chez Einstein, dont le physicien Pierre Weiss lui raconte le désespoir de ne pas pouvoir penser en quanta. Ce qui nous amène à la deuxième affinité, cette critique des représentations. Si l'image s'est dissoute, comme on vient de le voir, selon Valéry en tout cas, c'est parce qu'elle prend en compte désormais la présence de l'observateur. L'observation est toujours relative à un point de vue sans lequel aucune réalité n'est proprement représentable. Et de cette critique des représentations, eh bien, on trouve l'illustration chez Valéry lorsqu'il commente, vous le voyez ici, la formule du facteur de contraction de Lorentz, comme, je cite le passage, je lis, comme l'introduction dans les anciennes équations du mouvement de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire comme la prise en compte dans l'expression de la loi des conditions mêmes de l'expérience et de l'observation scientifique, et donc du point de vue. Et cela fait référence effectivement aux explications données par Einstein de la façon dont il a construit sa théorie de la relativité restreinte. La relativité, écrit encore Valéry,
c'est un autre passage, la relativité résulte nécessairement d'une description plus complète de l'observation par laquelle celle-ci n'est plus omise. C'est lié aux définitions de la simultanéité données par Einstein. Et très tôt, effectivement, les contemporains d'Einstein sentirent qu'une aspiration commune rassemblait d'un côté les dernières avancées de la physique et de l'autre les développements les plus récents de la pensée. En 1933, le critique et publiciste conservateur Harvey Wickham publie un pamphlet où il réunit sous la même bannière The Unrealists, les irréalistes, ou plutôt les non-réalistes, des savants et des penseurs aussi divers que James, Bergson, Einstein, Russell ou Dewey. Alors, la charge de Wickham est évidemment injuste et exagérée, mais elle dit quelque chose, je crois, du sentiment alors largement partagé d'une crise de la représentation ainsi que de la notion même de réalité à laquelle, selon ses détracteurs, Einstein aurait lui-même contribué. Et Valéry exprime à sa manière, mais de manière beaucoup moins critique, cette chose-là en 1925. Elle dit ceci: Einstein a créé un point de vue, mais il n'y a pas d'œil humain qui s'y puisse placer. Il n'y a pas d'œil qui puisse voir à la fois la face et le profil d'un homme d'un seul tenant. Pas d'œil, vraiment, mais en fait, il y a évidemment l'œil du peintre. Il y a l'œil de Pablo Picasso quand il peint une femme les yeux de face et le nez de profil. Il y a l'œil de Georges Braque lorsqu'il décompose une guitare en une multitude de vignettes déployées dans l'espace. Et c'est bien au cubisme que songe Valéry en résumant la théorie de la relativité, de manière très grossière, certes, à la coexistence simultanée d'une multitude de points de vue. Einstein lui-même s'insurgea très souvent contre, et très fortement, contre ce précoce poncif de l'histoire comparée des arts et des sciences, qui mettait en parallèle cubisme d'un côté et théorie de la relativité de l'autre. Et Einstein s'insurgea de manière générale, contre toute interprétation bassement relativiste de sa théorie. Je crois que tout me dire cela, on parlera tout à l'heure. Et donc, en 1946, par exemple, dans une lettre à un historien de l'art, Einstein explique que le but commun de l'activité scientifique et artistique consiste au contraire à, je cite, tenter de rassembler à partir de parties un tout en lui-même confus, de façon que l'ordre qui en résulte produise netteté et clarté, la netteté et la clarté ainsi produites nous donnant une satisfaction d'ordre supérieur. Fin de la citation d'Einstein. Ce qui est fondamental dans l'œuvre d'art, poursuit Einstein, c'est, je cite encore, son unité et sa régularité. Unité et régularité que Einstein dénie aux œuvres cubistes, mais qu'il reconnaît en revanche dans sa propre théorie. Alors, laissons de côté la question de savoir si Einstein a ou non raison de refuser cette unité aux œuvres d'inspiration cubiste, ce n'est pas là le propos. Valéry, en tout cas, il aurait pu signer la page d'Einstein sur le cubisme. Valéry était lui-même très critique à l'égard du cubisme. Car en effet, bien plus encore que dans le nominalisme ou dans la critique des représentations, la fascination de Valéry pour l'œuvre d'Einstein trouve sa source profonde dans l'importance essentielle que Valéry accorde, comme Einstein, aux questions d'unité, de totalité et de cohérence dans l'activité artistique et intellectuelle en général, ce qui m'amène à ma troisième et dernière affinité, le formalisme. Et de ce point de vue, l'arrivée d'Einstein dans l'univers mental de Valéry avait été longuement préparée par la lecture que Valéry avait faite d'Edgar Allan Poe, et en particulier du long poème cosmogonique en prose, Eureka, que Valéry avait lu à l'âge de 20 ans, et un poème sur lequel revient Valéry dans un commentaire de 1921. Et dans ce commentaire de 21, les idées de Poe se mêlent de manière presque indissoluble aux idées d'Einstein. Ce qui impressionne en effet Valéry dans Eureka de Poe, c'est le principe de consistance, consistency, ou de cohérence que Poe met en avant pour construire son système du monde. Et là, je cite ici ce très beau passage de Valéry sur Poe. Dans le système de Poe, la consistance est à la fois le moyen de la découverte et la découverte elle-même. Il faut entendre cohérence derrière consistance. L'univers est construit sur un plan dont la symétrie profonde est en quelque sorte présente dans l'intime structure de notre esprit. Chaque loi de la nature dépend en tout point de toutes les autres lois. N'est ce point sinon une formule, du moins l'expression d'une volonté de relativité généralisée?
La parenté de cette tendance avec les conceptions récentes s'accuse lorsque l'on découvre dans le poème dont je parle l'affirmation de relations symétriques et réciproques entre la matière, le temps, l'espace, la gravitation et la lumière. J'ai souligné le mot symétrique. C'est en effet une symétrie formelle qui est le caractère essentiel de la représentation de l'univers selon Einstein. Elle en fait la beauté. Et c'est la raison pour laquelle Valéry est comme transporté lorsqu'en 1929, à l'Institut Henri Poincaré, il entend Einstein dire que la distance, alors c'est le passage qui est souligné ici, la distance, c'est une citation d'Einstein, la distance entre la réalité et la théorie est telle qu'il faut trouver des points de vue d'architecture. Il faut être architecte lorsqu'on construit une théorie physique. C'est là l'intuition d'Einstein, et c'est aussi l'intuition de Valéry. Et c'était aussi l'intuition de Pau. Bref, le savant est un constructeur de formes, comme le poète lui-même est un constructeur de formes. Et Valéry poursuit, plutôt c'est en haut de cette citation ici, Einstein se montre en grand artiste, et c'est le seul artiste au milieu de tous ces savants. Il développe son incertitude et sa foi, deux fois souligné, foi, fondée sur l'architecture ou beauté des formes. Ceci me touche intimement. Einstein peut procéder comme j'aurais voulu procéder par voie des formes, pas seulement en tant que poète, mais aussi en tant qu'à l'époque où Valéry voulait construire son système. Rien ne me fait plus de plaisir à entendre. Bref, les conceptions et propositions construisent, selon Einstein, une totalité logique indépendante dont l'architecture doit avoir sa cohérence propre et dont la valeur réside en la correspondance avec la totalité des expériences sensorielles. Et là, ici, je vous donne une citation d'Einstein tirée de ses notes autobiographiques qui va tout à fait dans le sens de ce qu'il disait à l'Institut Henri Poincaré. Une proposition est exacte quand elle est déduite à l'intérieur d'un système logique selon les règles logiques admises. Le contenu de vérité d'un système se mesure à la certitude et à l'exhaustivité de la capacité de coordination de ce système avec la totalité de l'expérience. L'important ici, c'est totalité de l'expérience. Alors, cette nature essentiellement constructive et spéculative, ce sont les termes même d'Einstein, cette nature essentiellement constructive et spéculative de la pensée scientifique, pour reprendre les mots d'Einstein, correspond également à la façon dont Valéry a toujours envisagé le travail même de la littérature et de la poésie, dans une conception formaliste dont Valéry est l'un des premiers promoteurs. Tout texte littéraire, selon Valéry, est pris dans une tension entre, d'une part, une exigence formelle interne, qui est première, et d'autre part, une correspondance avec le réel qui se surimpose à la nécessité formelle sans la remplacer. Et voici ici ce passage intéressant de Rohm, par exemple, de Valéry, qui dit cela très bien. La littérature aussi se meut entre le réalisme et le nominalisme, entre la croyance à la description exacte, à la croyance d'objets par les mots, le réalisme, et le libre jeu de mots. Et il y a ici un parallèle, je trouve, entre les deux citations de Valéry et d'Einstein. Et aucun texte de Valéry n'illustre mieux cette tension que les premières pages de l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, cette introduction qui fut composée précisément à l'époque où la lecture de Pau exerçait son plein effet sur le jeune Valéry. Et voici quelques-unes de ces premières phrases. Elles sont un peu complexes, je veux dire, mais à mon avis, elles sont assez révélatrices de la position de Valéry. Je me propose d'imaginer un homme de qui auraient paru des actions tellement distinctes que si je viens à leur supposer une pensée, il n'y en aura pas de plus étendue. Donc ici, Valéry imagine une sorte de modèle abstrait d'une sorte de génie, mais qui n'est pas encore Léonard. C'est un modèle abstrait qu'il construit en pensée. Un nom manque à cette créature de pensée pour contenir l'expansion de termes trop éloignés d'ordinaire et qui se déroberaient. Aucun ne me paraît plus convenir que celui de Léonard de Vinci. Celui qui se représente un arbre est forcé de se représenter un ciel ou un fond pour l'y voir s'y tenir. Il y a là une sorte de logique presque sensible et presque inconnue. Le personnage que je désigne se réduit à une déduction de ce genre. Presque rien de ce que j'en saurais dire ne devra s'entendre de l'homme qui a illustré ce nom. Je ne poursuis pas une coïncidence que je juge impossible à mal définir. La coïncidence est plutôt l'objet d'un acte de foi, en fait. Voilà. Et donc, dans ce préambule célèbre, quoique difficile, Valéry annonce qu'il ne parlera pas du Léonard de Vinci historique, mais qu'il parlera d'une image du peintre-ingénieur qu'il a construite abstraitement en son esprit. Léonard
est ainsi le nom que donne Valéry à un modèle grossier dont la correspondance avec le réel relève d'un acte de foi. Et je prends ce terme acte de foi parce que acte de foi, c'était la réponse même qu'avait faite Einstein à Valéry en 1929, lorsque Valéry lui avait demandé une preuve de cette unité de la nature que suppose la théorie scientifique. Et Einstein avait dit, c'est un acte de foi. Einstein apparaît ainsi à Valéry comme un mystique. Mais entendons-nous bien, un mystique sans Dieu, à la manière de Monsieur Test. Et c'est en ce sens, sans doute, qu'il faut comprendre et traduire la fameuse formule où le physicien Einstein, dans sa lettre à Michele Besso, se déclare un Gläubiger Physiker, un physicien croyant ou un physicien mystique, un physicien qui croit en la physique dans son rapport avec le réel. C'est la correspondance entre théorie et réalité qui relève fondamentalement d'une foi ou d'une croyance, une foi et une croyance alimentées, il est vrai, par les données de l'expérience. Et en 1949, Einstein continue d'insister sur sa conception de la réalité comme construction mentale. L'être, c'est toujours dans Reply to Criticism en 1949, l'être est toujours quelque chose que nous construisons mentalement, quelque chose que nous posons librement au sens logique. La justification de telles constructions ne repose pas sur le fait qu'elles dériveraient des données sensorielles. Un tel genre de dérivation, au sens d'une inférence logique, ne se produit nulle part, pas même dans le domaine de la pensée pré-scientifique. La justification des constructions qui représentent pour nous la réalité ne repose que sur leur capacité à rendre intelligible ce qui est donné par les sens. Et le parallèle avec le début de l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci est assez frappant, même si Valéry, on le voit quand même, se montre beaucoup moins soucieux qu'Einstein de correspondance avec le réel. Chez Valéry, comme chez Einstein, malgré tout, l'idée de construction mentale domine avec ses qualités d'unité, de complétude et de cohérence. Mais alors, s'exclame à propos d'Einstein le personnage du médecin dans l'idée fixe, mais alors ce n'est qu'une espèce d'artiste. Oui, et l'artiste est aussi une espèce de savant ou de géomètre. La théorie de la relativité est structurée, si je puis dire, elle est structurée comme un poème. Et le poème valérien est structuré comme un système scientifique, ou du moins comme un système mathématique. Je conclus, très brièvement, en citant la lecture que donna de Valéry dans The Athenaeum, le directeur de la revue, John Middleton Murry, en 1919, l'année même donc, où Einstein fut tellement mis à l'honneur dans la revue, et l'année où Valéry publie dans cette même revue La crise de l'esprit. Et John Middleton Murry écrit ceci sur la soirée de Monsieur Test, avec Monsieur Test. Une curieuse lucidité absolue baigne la soirée avec Monsieur Test. Le refus délibéré d'admettre le caractère vague du moindre symbole, non que la chose soit facile ou même claire, pas plus que la jeune Parc n'était claire ou que ne l'est la théorie électromagnétique. Une réalité subtile demeure subtile et demande toujours un vrai travail de réflexion pour être comprise. Que signifie cette phrase ? Elle est, à mon sens, tout à fait typique de la période moderniste. Moderniste, dont parlera Jean-Michel Rabaté tout à l'heure, moderniste est la période où l'on peut comparer, comme le fait ici John Middleton Murry, où l'on peut comparer un poème à la théorie électromagnétique. Et si un tel croisement de l'histoire des sciences et de l'histoire de la poésie peut avoir lieu, c'est d'une part parce que, à cette période-là, la littérature elle-même est alors devenue une science, ou du moins, elle aspire à devenir une science, car telle est l'ambition de Valéry, en tant que théoricien formaliste de la littérature, en particulier dans son cours, ici même, au Collège de France. Et d'autre part, le croisement de l'histoire des sciences et de l'histoire de la poésie peut avoir lieu parce que la théorie scientifique semble, avec Einstein, prendre le dessus sur l'expérience et inventer en quelque sorte le réel, plus et mieux qu'aucun écrivain n'avait osé l'imaginer. Le point de rencontre entre ces deux histoires, histoire de la poésie, histoire des sciences, il n'est autre, ce point de rencontre, que l'idée de forme. Cette idée de forme qui est commune aux arts et aux sciences. Et ce qui rend possible à la fois Einstein et Valéry, c'est en fin de compte une certaine croyance dans la puissance et dans l'efficacité d'un formalisme rigoureux. Je vous remercie.